Bon matin à vous tous. Il y a encore des gens qui se joignent parmi nous, donc on va commencer tranquillement, pas vite. Je vais me présenter. Mon nom est Mylène. Je suis la personne qui va animer aujourd'hui le webinaire. Je suis agente de liaison et de développement à Réseau Réussite Montréal depuis quelques mois déjà, mais avant, je coordonnais un projet en transition primaire secondaire dans le secteur Est de Montréal. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Euh, je suis contente de voir en fait que vous partagez le même intérêt que moi pour pour la transition primaire secondaire. En fait, on a eu plus de 230 inscriptions à ce webinaire. Je constate que vous êtes plus d'une centaine ce matin avec nous. Donc, ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir échanger sur le sujet avec vous aujourd'hui. Soulignons que ce webinaire est organisé dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire qui sont en cours depuis lundi et ce jusqu'à vendredi, le 16 février. Pour plus d'informations sur les Journées de la persévérance scolaire, je vous invite à aller regarder le site journéesdepersévérancescolaire.com. Vous aurez accès à plus d'informations sur ce que c'est. À Réseau Réussite Montréal, les transitions scolaires sont une priorité et on a plusieurs actions qui contribuent à soutenir chacune d'entre elles. Donc, à ce sujet, rappelons que la transition primaire-secondaire, elle s'inscrit dans un continuum. Elle est précédée de la transition de la petite enfance à la maternelle et elle est suivie de la transition du secondaire aux études postsecondaires. On sait que chaque transition contribue à bâtir la suivante. C'est donc d'autant plus important de s'assurer de bien préparer la transition du primaire au secondaire pour le futur de nos jeunes. En ce qui concerne plus particulièrement cette transition, la recherche démontre que c'est une transition qui altère significativement le vécu scolaire de la majorité des élèves. De plus, pour ceux qui éprouvent beaucoup de difficultés durant cette période, des études démontrent que ça augmente le risque de décrochage scolaire ultérieurement dans le parcours des jeunes. Considérant toute l'importance de ce moment charnière, nous sommes donc particulièrement heureux d'être avec vous ici ce matin pour en parler. Également, ce webinaire est accompagné de plusieurs documents et de leur documentation que vous recevrez par la suite par courriel. Nous avons une publication d'un dossier thématique et une infographie qui vous seront envoyés avec le lien avec les présentations et le lien de rediffusion. Avant de commencer plus officiellement le webinaire, j'ai deux petites informations importantes à vous partager. Premièrement, le webinaire est construit avec une période de questions à la fin. Je vous invite donc à inscrire en tout temps vos questions dans la fonctionnalité questions et réponses que vous trouverez en bas de l'écran à côté du module chat. De plus, le webinaire est enregistré. Le lien de rediffusion sera envoyé avec le dossier thématique à la fin de ce webinaire. Pour commencer le webinaire, on va débuter avec un petit quiz, question de vous ramener à cette période qui est bien particulière de la vie, qu'on a tous traversé la transition du primaire au secondaire. Vous allez voir dans quelques minutes les questions apparaître, la première question apparaître à l'écran. On vous invite à voter, puis on va vous donner les résultats par la suite. Donc, question numéro 1. La transition au secondaire coïncide avec la période où surviennent des transformations importantes, soit celle de l'adolescence. À quel point les changements de votre adolescence vous ont-ils marqué? Vous avez le choix en pas du tout, moyennement, j'en garde quelques souvenirs, beaucoup, ce fut très intense, je préfère ne pas répondre. Vous voyez apparaître à l'écran vos réponses. En fait, donc la majorité des gens considèrent que ça les a moyennement marqués, qu'ils en gardent quelques souvenirs. Vous en souvenez peut-être justement pas beaucoup, mais l'adolescence, elle apporte tout un lot de nouveautés. Donc, les jeunes qui font la transition du primaire au secondaire vivent aussi plein de changements au niveau physiologique, donc tous les changements qui sont liés à la puberté, des changements aussi cognitifs, donc le développement du cerveau, notamment le développement de la prise de décision et l'augmentation de l'impulsivité. Ils font face aussi à des changements psychosociaux, donc incluant la recherche identitaire. Il ne faut pas oublier aussi que l'adolescence aujourd'hui est beaucoup plus longue qu'auparavant, en partie parce que les marqueurs de la vie arrivent en moyenne plus tard. Donc, quand on parle des marqueurs de la vie, on fait référence à la fin des études, l'accès à un emploi, le premier appartement, la parentalité, ce genre de choses. Deuxième question. Afin de faciliter l'adaptation des jeunes au secondaire, quand devrait-on commencer à préparer cette transition selon vous? Donc, dès la 5e année, dès la 6e année, durant l'été, à leur arrivée au secondaire, ou toutes ces réponses.
toutes ces réponses. On voit une majorité qui ont répondu en 5e année. C'est partagé presque à égalité avec toutes ces réponses. Effectivement, toutes ces réponses est la bonne réponse. Le ministère, de son côté, identifie 5 moments clés pour préparer la transition, des moments qui sont planifiés sur une période d'au moins 12 mois. Donc, avant l'admission à l'école secondaire, approximativement d'octobre à décembre à la 6e année. Lors de l'admission à l'école secondaire, donc l'admission étant les inscriptions autour de janvier, février, mars, quand les jeunes sont en 6e année. Ensuite, le 3e moment, c'est après l'admission, mais avant la rentrée au secondaire. Donc là, on est vraiment plus sur la fin de la 6e année, donc d'avril à juin, autour de la rentrée scolaire à l'école secondaire, plus qui est la période un petit peu estivale qui précède la rentrée. Et ensuite, après la rentrée scolaire, donc jusqu'en juin de la fin du premier secondaire. Cependant, la pratique, elle tend à démontrer qu'il y a plusieurs avantages à débuter la préparation des jeunes dès la 5e année, notamment parce que le choix de l'école, le processus d'inscription et toute la réflexion qui entoure les champs d'intérêt pour les programmes particuliers interviennent très rapidement dès le début de la 6e année. Il importe donc de souligner que dans le cas des élèves qui peuvent avoir redoublé ou qui ont été en classe d'accueil, la transition au secondaire, elle peut aussi survenir à la fin de la 5e année parce qu'il y a une loi qui exige que la scolarité au primaire soit complétée en 6 ans. Ça fait en sorte que ces élèves-là vont passer de la 5e année à l'école secondaire. Outre le moment, il est aussi important d'adapter la préparation aux différents besoins des élèves. Notre expert Stéphane Duchesne nous en dira plus très bientôt. Troisième question et dernière. Le passage au secondaire est source d'une grande préoccupation chez les élèves. Quelle est, selon vous, la préoccupation numéro 1 des jeunes qui s'apprêtent à entreprendre cette transition? Donc, se perdre dans la nouvelle école, avoir de la difficulté à se faire des amis et à se faire intimider par les autres, avoir des enseignants plus stricts, ne pas avoir suffisamment de soutien, avoir plus de tâches à effectuer en classe et à la maison, avoir des règles et des routines différentes d'une classe à l'autre ou faire face à des méthodes d'évaluation différentes. Avoir de la difficulté à se faire des amis et se faire intimider est la réponse la plus commune selon vos réponses. Je ne donnerai pas la réponse à ce stade-ci parce que nos experts Marie-Lou Filiatro et Marie-Claude Barrette vont en parler dans leur présentation. Donc, je vais les laisser vraiment vous dévoiler cette information-là pour ne pas voler leur punch. En passant, toutes ces questions ont été tirées de notre dossier thématique sur la transition primaire-secondaire qui a été réalisé en collaboration avec Fatima Alaoui. Donc, c'est une étudiante au doctorat en psychoéducation de l'Université de Montréal. Fatima, elle a effectué ce dossier thématique dans le cadre de son stage à Réseau Réussite Montréal et on la remercie beaucoup. Maintenant, on a un webinaire quand même assez chargé. On va prendre le temps de laisser la parole à nos experts, mais tout d'abord, je vais vous les présenter. Donc, on est heureux d'avoir avec nous ce matin M. Stéphane Duchesne, professeur titulaire au département d'études sur l'enseignement et l'apprentissage de l'Université de l'Université de Laval, je m'excuse. Marie-Lou Filiatro, intervenante scolaire en motivation et en persévérance scolaire pour le passage primaire-secondaire du Carrefour Jeunesse-Emploi de la Chine. Et on a aussi Marie-Claude Barrette, enseignante de 6e année à l'école Catherine Soumillard. Donc, je pense que vous les avez vues, elles ont ouvert, ils et elles ont ouvert leur caméra. On va donc laisser céder la parole à Stéphane pour qu'il puisse débuter la première présentation. Je vais partager mon écran, si vous le voulez bien. Vous le voyez bien? Oui, Stéphane. Oui, bon, merci. Alors, bonjour tout le monde. Avant de commencer, j'aimerais d'abord remercier Mylène et Mireille pour m'avoir invité à présenter dans ce webinaire. Je suis bien content d'être avec vous pour vous parler de cette importante transition qui est la transition secondaire. Ma présentation s'articule essentiellement autour de 3 thèmes. D'abord, je vais situer le contexte de la transition et je suis bien content de pouvoir le faire puisque quand on regarde les résultats de la première question au sondage qui portait sur, vous rappelez-vous de votre expérience
au secondaire et de la transition plus particulièrement. 60 ont répondu moyennement. Donc, il y a peut-être encore des éléments d'information là, qui pourraient être remis à jour pour se rappeler un peu ce qu'est la transition secondaire et comment vivre cette transition. Plusieurs des jeunes là, qui entrent donc au secondaire. Donc, je vais aborder le contexte de la transition. Je vais par la suite me centrer sur les besoins psychologiques des jeunes pendant la transition primaire au secondaire. Et l'idée est de voir que ces besoins jouent un rôle central dans l'adaptation des jeunes à cette transition. Donc, on va identifier quels sont ces besoins et leurs fonctions. Et par la suite, je vais mettre en évidence quelques principes de base qui permettent finalement d'établir des contextes dans lesquels on favorise la satisfaction des besoins psychologiques des jeunes pendant la transition primaire-secondaire. Donc, les transitions scolaires en général, vous savez, constituent des jalons majeurs dans le parcours éducatif des jeunes. Les jeunes qui vivent des transitions font face à des changements qui font en sorte que les jeunes doivent mobiliser des compétences sociales, affectives, cognitives en vue de s'adapter à ces changements. La transition secondaire comporte évidemment son lot d'enjeux et de défis qui lui sont propres. Et c'est une période qui est caractérisée particulièrement par la discontinuité sur le plan scolaire, discontinuité par rapport aux attentes à l'endroit des jeunes, discontinuité aussi par rapport aux perceptions des pratiques pédagogiques des enseignants, des modalités d'évaluation, discontinuité sociale caractérisée entre autres par des rapports différents avec les enseignants. On se rappelle qu'au primaire, il y a une enseignante avec laquelle le jeune interagit principalement, alors qu'au secondaire, il a autant d'enseignants qu'il a de matières dans sa grille horaire. Donc, ça aussi, ça nécessite, c'est un défi d'adaptation pour les jeunes, d'entrer en relation avec ces nouvelles personnes. Sur le plan social aussi, évidemment, la transition secondaire est caractérisée par un changement de statut. On passe d'élève le plus âgé du primaire à l'élève le plus jeune du secondaire. Et sur le plan personnel aussi, il y a une discontinuité puisque c'est la période où des changements sur le plan physique, cognitif, sociaux, qu'on pense notamment à l'importance grandissante des pères là, qui survient au cours de cette période. Donc, c'est un changement important chez les jeunes. Et aussi, les changements sur le plan identitaire, puisqu'on note au cours de cette période une intensification de l'exploration par rapport à l'identité chez les jeunes. Donc, ça en fait une transition unique, cette transition secondaire, puisque les jeunes doivent s'adapter. Ils ont un double défi sur le plan d'adaptation. D'abord, s'adapter à la transition dans une nouvelle école, dans une transition par rapport à un nouveau curriculum scolaire, mais c'est aussi une période où le jeune passe de l'enfance à l'adolescence. Donc, ces doubles défis peuvent être particulièrement importants pour les jeunes qui présentent des facteurs de vulnérabilité ou des facteurs de risque, ou qui présentent certaines particularités, qu'on pense aux jeunes qui ont un diagnostic quelconque, ou encore qui proviennent de familles où les parents font face à de l'adversité. Donc, pour ces jeunes, la transition peut être particulièrement difficile. Donc, quand on regarde l'ensemble des enjeux et défis qui surviennent au cours de cette période, il n'est pas étonnant que pour les jeunes, ce soit une période où les pensées et sentiments par rapport à la transition sont souvent contradictoires. Les jeunes considèrent cette transition-là, sont plutôt optimistes par rapport à la transition, sont enthousiastes par rapport à ce qu'ils vont vivre, mais parallèlement, ils peuvent aussi éprouver des inquiétudes par rapport au passage primaire-secondaire. Quand on parle des inquiétudes par rapport à la transition, les recherches nous permettent d'identifier 3 grands domaines d'inquiétude qui sont plus particulièrement saillantes chez les jeunes au cours de cette période, lorsqu'on regarde en 6e année. Ces 3 domaines d'inquiétude touchent les exigences scolaires, la charge de travail, les préoccupations entourant la charge de travail, le rythme d'apprentissage, les attentes
des enseignants, mais aussi les modalités d'évaluation. Les jeunes ont aussi des préoccupations par rapport aux relations avec les enseignants. Donc, dans quelle mesure les enseignants sont disponibles, vont m'offrir du soutien si j'éprouve des difficultés ou encore vont adopter des pratiques punitives, sévères et strictes à mon égard. Et les jeunes ont aussi des inquiétudes par rapport aux relations avec leur père. Donc, ils craignent souvent de ne pas se faire d'amis, de se faire intimider ou encore de se sentir seuls lors des pauses. Nous, dans une étude passée, on a questionné un échantillon pan-québécois de 700 jeunes de sixième année. On les a questionnés sur ces 3 domaines d'inquiétude. Et vous voyez les pourcentages, 58 des jeunes de l'échantillon présentaient des niveaux d'inquiétude élevés par rapport aux exigences scolaires anticipées, 36 par rapport à les préoccupations concernant les relations avec les enseignants et près du tiers des jeunes avaient des préoccupations par rapport aux relations avec leur père du secondaire. Dans d'autres études, quand on s'intéresse à comment les jeunes ont vécu la transition secondaire, bien, ce qu'ils nous disent essentiellement, c'est que pour la très grande majorité, c'est que ça s'est bien passé. Mais il en demeure pas moins qu'environ le tiers des élèves qui, eux, rapportent avoir vécu cette division de manière plutôt difficile. Ce que les études nous disent aussi, c'est que c'est une période où on observe des changements importants sur plusieurs des indicateurs de fonctionnement social, émotionnel et scolaire pendant la transition. De façon générale, ce qu'on observe parmi les études qui ont bien documenté les changements chez les jeunes au cours de cette période, on observe une diminution de la motivation scolaire, de l'engagement dans les tâches. On observe aussi une diminution de l'intérêt pour l'école et une baisse du rendement scolaire. Parallèlement, ce qu'on observe, c'est une augmentation sur différents indicateurs d'anxiété, augmentation de l'indiscipline en classe chez certains élèves, augmentation de la victimisation par les pairs, donc se faire intimider par les autres. Et on observe aussi une augmentation des symptômes dépressifs chez plusieurs jeunes. Donc, pour illustrer un peu ces changements, je vais focaliser l'attention sur 2 indicateurs, la motivation scolaire et l'anxiété. La motivation, vous savez, elle peut être définie de plusieurs façons. On peut parler de motivation en termes de valeur par rapport à l'école, d'intérêt par rapport aux tâches, mais on peut aussi, vous connaissez bien la motivation intrinsèque, donc c'est pour cette raison là, que je mets l'accent sur la motivation intrinsèque ici. Dans les études où on a mesuré la motivation intrinsèque pendant le passage primaire-secondaire, avec des indicateurs tels qu'on demande aux élèves de répondre à des questions du type j'éprouve du plaisir, jusqu'à quel point l'élève éprouve du plaisir et de la satisfaction en apprenant de nouvelles choses. Donc, quand les jeunes ont à répondre sur des énoncés comme ceux-là, et ce qu'on observe dans les études, c'est que pendant la période primaire-secondaire, on observe une diminution de la motivation intrinsèque. À gauche, dans la figure de gauche, vous voyez, c'est une étude dans laquelle des jeunes ont été suivis de la 6e année jusqu'à la fin du secondaire. Et ce qu'on peut observer, c'est que pendant la période du passage primaire-secondaire, on observe une diminution de la motivation intrinsèque. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que cette motivation intrinsèque continue de décliner tout au long du parcours scolaire au secondaire. Dans la figure de droite, on observe un peu le même phénomène. Dans l'une de nos études récentes, où on a suivi des jeunes de la 5e année jusqu'à la 2e année du secondaire, et vous voyez également, là, qu'entre la 6e année et la première secondaire, on observe une légère diminution de la motivation intrinsèque. Et cette motivation est un peu plus faible chez les garçons que chez les filles. Et cette diminution se poursuit encore en 2e secondaire, où là, les écarts entre les garçons et les filles semble un peu plus prononcé. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que la motivation intrinsèque diminue pendant la transition secondaire, mais cette diminution semble se poursuivre jusqu'à la fin du secondaire. Ce qui fait que la transition secondaire constitue un moment important là, pour mettre en place des activités là, de prévention, justement pour faire en sorte que les jeunes puissent maintenir leur motivation au cours de cette période parce qu'elle risque de décliner par la suite. J'attire également votre attention par rapport à l'anxiété. Tout à l'heure, je vous ai mentionné qu'on observait chez plusieurs élèves une augmentation des symptômes d'anxiété au cours de cette période. Ici, ce que je vous présente brièvement, c'est un des indicateurs d'anxiété que vous connaissez bien, l'anxiété de performance, qui touche
plusieurs de nos jeunes. Lorsqu'on les questionne sur leur anxiété par rapport aux performances dans les situations d'évaluation, ce qu'on constate, c'est que pendant la transition au secondaire, il y a une légère augmentation de cette anxiété de performance. Dans la figure de gauche, c'est une étude dans laquelle nous avons suivi un échantillon de jeunes de la 6e année jusqu'à la fin de la première année du secondaire. Et ce que vous voyez en bleu, c'est les variations d'anxiété de performance chez les garçons entre la 6e année et la fin de la première année du secondaire. Il n'y a pas de variation, donc c'est assez stable chez les garçons, alors que chez les filles, on note une légère augmentation de cette anxiété. Et dans la figure de droite, c'est une autre étude où on observe un peu le même phénomène. Donc, on a suivi les jeunes de la 5e année jusqu'en 2e secondaire. Et ce qu'on constate, c'est qu'entre la 6e année et la première secondaire, il y a une légère hausse d'anxiété de performance chez les jeunes, particulièrement chez les filles. Anxiété qui semble continuer d'augmenter après le passage primaire-secondaire et particulièrement chez les jeunes filles. Donc, tout ça pour dire qu'il y a une augmentation d'anxiété de performance qui n'est pas extraordinaire, mais qui est quand même bien documentée. Et ce qui fait de cette période une période anxiogène pour les jeunes. Et on sait que l'anxiété de performance est un des facteurs qui contribue à expliquer les difficultés scolaires que l'on rencontre chez certains jeunes. Comment s'explique-t-on maintenant les difficultés d'adaptation vécues par les jeunes pendant la transition primaire-secondaire? Les experts s'entendent sur le fait que c'est une période où les changements dans l'environnement scolaire ne sont pas alignés sur les besoins psychologiques des jeunes au cours de cette période. Et ces besoins psychologiques, comme ils ne sont pas pleinement satisfaits, expliquent en partie les difficultés d'adaptation éprouvées par les jeunes pendant le passage primaire-secondaire. Donc, en gros, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de la transition, puisque les jeunes ont des besoins psychologiques qui doivent être satisfaits, mais les caractéristiques de l'environnement scolaire ne permettent pas de soutenir adéquatement les besoins des jeunes au cours de cette période-là, et c'est ce qui expliquerait les difficultés qu'ils vivent pendant la transition. Quand on parle de besoins psychologiques, de quoi parle-t-on plus précisément? On parle de 3 besoins qui sont ceux d'autonomie, de compétence et d'appartenance sociale. Quand on parle du besoin d'autonomie, ça renvoie essentiellement au sentiment de liberté psychologique, d'agir et de penser. Donc, c'est le besoin d'agir volontairement et de se sentir à l'origine de ses actions. Le besoin d'autonomie ne doit pas être confondu avec l'indépendance. On parle souvent d'un jeune qui est indépendance et on s'y réfère de la même façon que si on parlait de son besoin d'autonomie. Ce n'est pas la même chose. L'indépendance, c'est le fait d'être capable de réaliser des choses seul, par soi-même, sans aide externe, alors que le besoin d'autonomie, c'est un sentiment de liberté, de pouvoir accomplir des actions sans subir de pression. Et je peux très bien me sentir autonome, d'agir, tout en étant capable de demander de l'aide pour pouvoir accomplir ce que je veux réaliser. L'idée ici, dans le besoin d'autonomie, c'est de se sentir libre, de pouvoir organiser ses actions. Le besoin de compétence, c'est essentiellement le besoin de se sentir efficace et de percevoir que nos actions produisent les résultats souhaités. Donc, c'est le jeune qui se sent capable d'accomplir les tâches qui lui sont proposées. Donc, se sent capable de mettre en place les actions qui vont lui permettre d'atteindre ses buts. Et le sentiment d'appartenance, ou le besoin d'appartenance, c'est le besoin d'être lié positivement et d'avoir des relations chaleureuses et réciproques avec des personnes qui sont jugées importantes. Donc, c'est le sentiment d'être en relation positive avec ses enseignants, mais aussi avec ses pairs. Et c'est le sentiment d'être apprécié et aussi de pouvoir prendre soin des autres dans nos relations. Ce qu'on a observé dans des études antérieures, c'est que les jeunes dont ces 3 besoins ne sont pas satisfaits avant même d'arriver au secondaire, donc en 6e année, sont plus enclins à éprouver des inquiétudes par rapport à la transition et, ultimement, d'éprouver des difficultés d'adaptation par rapport au passage primaire-secondaire. Donc, les besoins psychologiques jouent un rôle central dans la qualité d'adaptation des individus, particulièrement les jeunes, dans des contextes de transition, comme la transition primaire-secondaire. Donc, si on revient à notre figure de tout à l'heure,
où j'expliquais qu'il y avait un paradoxe entre les caractéristiques de l'environnement scolaire et les besoins psychologiques de nos jeunes qui ne sont pas en adéquation. Il faut se rappeler que lorsque les jeunes arrivent au secondaire, ce qu'ils perçoivent très souvent, c'est que les relations avec les membres de l'école sont plus impersonnelles, particulièrement avec les enseignants. Les élèves sont dans des classes qui sont plus populeuses. Souvent, les enseignants ont moins de temps à leur accorder individuellement qu'au primaire. Et ils ont aussi plusieurs enseignants, donc ces enseignants ne sont pas toujours disponibles pour pouvoir rencontrer individuellement l'élève. L'environnement secondaire est aussi perçu par les élèves comme étant plus contrôlant. Donc, les élèves perçoivent que les enseignants sont plus stricts au secondaire, que l'accent est davantage mis sur les règles. Donc, les élèves se sentent davantage contrôlés lorsqu'ils arrivent au secondaire. Et c'est un environnement aussi qui est perçu plus compétitif par les élèves. Donc, on valorise davantage la performance, les bons résultats scolaires. Pensons aussi dans plusieurs milieux, on regroupe les élèves en fonction des aptitudes. Donc, par exemple, dans des écoles, les programmes sélectifs. Et quand les jeunes se retrouvent dans des programmes sélectifs, bien souvent, il y a un phénomène qui est bien documenté, là, qui est celui du gros poisson petit bassin. Donc, les jeunes se retrouvent dans un environnement où, alors qu'ils étaient parmi les meilleurs du primaire, se retrouvent dans un environnement secondaire où ils sont en contact avec d'autres élèves qui sont tout aussi performants et parfois même davantage performants qu'eux, ce qui, sur le plan de la comparaison sociale, est désavantageux pour eux. On sait que l'adolescence, c'est une période où les jeunes ont tendance à se comparer davantage aux autres. Donc, lorsque cette comparaison par rapport aux autres est désavantageuse, lorsqu'ils se perçoivent moins compétents que les autres, donc ça a un impact sur leur motivation scolaire, leur engagement dans les tâches et ultimement sur leurs résultats scolaires. C'est ce qu'on appelle vraiment un phénomène qui est bien documenté un peu partout dans les enquêtes internationales, le phénomène du Big Fish, Little Pond Effect, donc l'effet gros poisson, petit bassin. Donc, les caractéristiques de cet environnement ne permettraient pas de soutenir adéquatement les besoins psychologiques des jeunes. Et ultimement, mais ces jeunes seraient plus à risque d'éprouver des difficultés d'adaptation au secondaire. Ce qui nous amène au principe de base à mettre en place pour soutenir les besoins psychologiques de nos jeunes. Vous connaissez certainement ce proverbe africain là, où il faut tout un village pour élever un enfant. J'ai mis l'accent dans ma présentation sur l'environnement scolaire, mais les jeunes sont aussi exposés à d'autres contextes, que ce soit la famille ou encore dans la communauté. Donc, ces environnements ont tout intérêt à se centrer sur des pratiques qui permettent de soutenir efficacement les besoins des jeunes. La responsabilité de soutenir les besoins psychologiques des jeunes n'incombe pas seulement aux enseignants, mais aussi à toute personne susceptible d'interagir avec les jeunes au cours de cette période. Donc, il est important de soutenir ces trois besoins. Et il y a trois grandes catégories de pratiques reconnues par la recherche scientifique qui permettent de soutenir ces besoins. C'est le soutien à l'autonomie, dans lequel on crée un environnement où le jeune a la possibilité d'agir de façon volontaire. Il y a la mise en place d'une structure qui consiste à rendre l'environnement prévisible et qui guide les actions du jeune dans les atteintes de ses buts. Et la troisième catégorie de pratique touche à l'engagement des adultes dans les interactions avec le jeune, où le jeune a la possibilité de se sentir accepté et compris dans ses interactions avec les adultes. Donc, je les décline un peu plus en détail. Donc, comment on peut soutenir l'autonomie des jeunes? Bien, essentiellement, ça consiste pour l'adulte d'expliquer les raisons des attentes et des tâches demandées. Donc, le rationnel de nos attentes est un élément fondamental qui favorise l'engagement volontaire des jeunes dans des activités ou des tâches. Donc, à partir du moment où il a saisi les raisons de nos attentes, qu'il en comprend l'importance, le jeune est plus susceptible de se sentir libre d'agir et d'entreprendre les actions qui lui sont demandées. Soutenir son autonomie, c'est aussi être capable de se mettre à la place, d'être empathique par rapport à la situation du jeune, être à l'écoute de ses opinions et de ses émotions et de démontrer
que ce qu'il nous dit, on le comprend et qu'on considère que c'est important. Soutenir son autonomie, c'est aussi lui offrir des choix qui seront pour lui signifiants. Et vous savez, là, il y a cette idée qu'on va offrir des faux choix à l'élève et forcément, on va prendre le choix qu'on veut qu'il prenne. Et ça ici, les études en motivation démontrent que ce n'est pas un principe de base qui est gagnant avec les jeunes, particulièrement avec les adolescents. Ça favorise des motivations qui sont plus extrinsèques, qui sont moins bonnes. Donc, ce qu'on veut, c'est que nos jeunes se sentent libres d'agir. Si on veut que nos jeunes s'engagent volontairement dans des tâches, dans des activités, dans des bons comportements, il faut leur offrir des choix qui ont de la valeur, qui sont importants pour eux. Donc, le faux choix n'entre pas dans cette catégorie parce que le faux choix consiste essentiellement à manipuler le jeune pour qu'il fasse ce qu'on veut qu'il fasse. Alors que lui offrir des choix signifiants, c'est tenir compte de son opinion, de ses intérêts et lui proposer un ensemble de choix dans lequel le jeune pourra sélectionner ce qui lui convient en fonction de ses buts et ses besoins. Soutenir son autonomie, c'est aussi faire preuve de patience et prendre le temps d'observer notre jeune avant d'intervenir. Donc, c'est aussi respecter son rythme d'apprentissage, lui laisser le temps de prendre les décisions. Et par la suite, on le verra avec la structure, on pourra le guider à travers les démarches qu'il entreprendra pour atteindre ses buts. Comment on brime l'autonomie des jeunes? Essentiellement, c'est en les menaçant, en les culpabilisant, en les récompensant, en promettant des récompenses à nos jeunes. Ben, on les manipule encore parce que ce qu'on fait ici, c'est de dire aux jeunes, ben, ce que je te propose, tu dois le faire et je sais que tu vas le faire si je te récompense. Si je ne te récompense pas, tu ne le feras pas. Donc, l'idée ici, c'est on n'amène pas le jeune à s'engager volontairement, à saisir l'importance de ce qu'on lui demande de faire. C'est qu'on prend, on prend l'initiative de lui offrir une récompense pour l'obliger à s'engager dans quelque chose qu'il n'aurait pas fait autrement si on n'avait pas promis la récompense. Donc, ce n'est pas gagnant sur le plan de la motivation que de travailler avec des promesses de récompense. On peut récompenser par après, mais sans promettre au préalable une récompense pour qu'un jeune s'engage dans une action souhaitée. Brimer l'autonomie, c'est aussi valoriser la performance à tout prix et donner de l'attention conditionnelle quand le jeune répond à nos attentes. Donc, je te donne de l'attention quand tu réponds à mes attentes, mais quand tu ne réponds pas à mes attentes, je t'ignore. Donc, ça ici, c'est ce qu'on appelle l'attention conditionnelle. Ça ne favorise pas le soutien d'autonomie chez les jeunes. Ce qui nous amène à la deuxième grande catégorie de pratique, la structure. Donc, comment on applique une structure? Bien, c'est énoncer clairement nos règles et nos attentes. C'est de s'assurer que les règles et attentes soient constantes et prévisibles. Donc, c'est de ne pas changer ces attentes et règles en cours de route sans préavis. C'est fournir des rétroactions précises qui vont permettre aux jeunes de savoir où il en est par rapport à l'atteinte de ces attentes et des buts qui ont été énoncés. Mais c'est aussi appliquer une bonne structure, trouver l'équilibre entre notre autorité comme adulte et le besoin d'autonomie de notre jeune. C'est ce qu'on appelle l'autorité bienveillante, c'est-à-dire qu'on tient compte des besoins de notre jeune, mais en même temps, comme adulte, il faut parfois aussi prendre des décisions dans son intérêt. Et donc, c'est de s'assurer de prendre des décisions qui respectent le besoin de notre jeune et sa dignité. Comment brime-t-on la compétence d'un jeune? Donc, c'est en appliquant une structure qui n'est pas adéquate, donc en ayant des attentes peu claires et contradictoires, en n'offrant pas de rétroaction ou des rétroactions qui sont imprécises et qui ne permettent pas de guider correctement le jeune vers l'atteinte des buts ou des attentes. Finalement, la troisième catégorie de pratique, c'est l'engagement de l'adulte par rapport aux jeunes. Donc, à quoi consiste l'engagement? C'est s'intéresser personnellement et sincèrement aux jeunes. Donc, c'est d'être authentique dans nos rapports avec le jeune, c'est de lui consacrer du temps et lui fournir de l'aide qui peut être tangible, mais qui peut aussi être de l'aide sur le plan émotif. Donc, être capacité de réconforter, de rassurer le jeune dans certaines situations et de lui démontrer que son bien-être et ses succès nous tiennent à cœur.
Et comment brime-t-on le besoin d'appartenance des jeunes? Ben, c'est en les laissant aller, en les ignorant et en parfois même se montrant hostiles à leur endroit. Donc, en gros, ça résume les grands principes à mettre en place dans les environnements pour soutenir adéquatement les besoins psychologiques de nos jeunes. Euh, et en terminant, ben, il faut se rappeler que la transition secondaire, c'est une période d'excitation, d'enthousiasme. Les jeunes perçoivent cette transition de manière positive pour la plupart, mais ça en demeure pas moins un moment d'inquiétude pour plusieurs d'entre eux et de discontinuité par rapport à ce qu'ils ont vécu au primaire. Pour la majorité des jeunes, c'est un moment où ils vont développer des compétences, donc ils vont croître sur le plan personnel, mais pour d'autres, c'est aussi un moment où il y aura des blocages et même une régression par rapport à certaines sphères de leur développement. Il faut se rappeler le rôle central des besoins psychologiques fondamentaux et que chez les jeunes dont ces besoins sont pleinement satisfaits, avant même d'arriver au secondaire, la transition est perçue par ces jeunes comme étant un défi plutôt qu'une menace, ce qui est une bonne chose parce qu'un défi active des pensées optimistes par rapport à ce qui s'annonce, alors que la menace, bien évidemment, a tendance à générer de l'anxiété et la mise en place de mécanismes de défense justement pour rester à l'écart de cette anxiété. Et en terminant, il faut se rappeler aussi l'importance des contextes dans la mise en place de pratiques qui favorisent la satisfaction des besoins psychologiques de nos jeunes. Donc, pour un jeune, un environnement soutenant, c'est un environnement où il aura la possibilité de prendre des décisions, de faire des choix éclairés. C'est un environnement qui lui offre une structure prévisible, constante, stable et dans lequel il vivra des relations chaleureuses et aidantes avec les adultes, mais aussi avec ses parents. Donc, voilà, je m'arrête ici. Je vous remercie de votre attention. Merci Stéphane pour cette présentation. On voit à quel point c'est vraiment essentiel de s'occuper des besoins fondamentaux des jeunes pour favoriser une transition positive. Fait que merci beaucoup. Avant de passer à la prochaine présentation qui va être le tandem Marie-Claude et Marie-Lou, on va inviter nos trois conférenciers et conférencières à se joindre à moi pour un bref panel de discussion qui nous permettra en fait d'aborder certains angles à ne pas négliger quand il est question de cette transition. Donc, Stéphane, Marie-Claude, je vous invite à ouvrir vos caméras. Stéphane a commencé à parler un petit peu de notre première question en parlant de la différenciation de l'anxiété chez les garçons et les filles. Donc, on se demandait, est-ce que c'est une transition qui est vécue différemment justement par les garçons et les filles au-delà de l'anxiété? Je ne sais pas, Stéphane, si tu es encore avec nous. Oui. Est-ce que la transition est vécue différemment chez les garçons et chez les filles? En fait, de façon générale, la transition est vécue un peu plus difficilement chez les filles que chez les garçons, notamment sur le plan des émotions, où les filles sont plus sujettes à vivre du stress et de l'anxiété. Avant même d'arriver à l'adolescence, on constate qu'il y a des différences qui sont quand même pas importantes, mais des différences qui, au moment de la puberté, là, deviennent plus importantes. Il faut savoir que les filles font face à un double défi par rapport à la transition. Tout à l'heure, je parlais qu'il y avait cette transition là, du primaire au secondaire, mais aussi la transition de l'enfance à l'adolescence. Et on sait que les filles, sur le plan de la puberté, ça se manifeste plutôt que chez les garçons. Donc, les filles, au moment même d'arriver au secondaire, vivent aussi des changements hormonaux qui sont importants et qui vont en partie faire en sorte qu'elles seront plus vulnérables au stress au cours de cette période et donc d'éprouver des difficultés émotionnelles qui pourraient rejaillir sur leur relation sociale, mais aussi sur différents aspects de leur fonctionnement à l'école. Donc, pour les filles, c'est une période qui est cruciale. Elles sont plus à risque d'éprouver certaines difficultés par rapport aux émotions. Chez les garçons, ce qu'on va observer plutôt, c'est des difficultés sur le plan de la motivation et sur le plan du rendement scolaire. Donc, les garçons, c'est davantage par rapport aux apprentissages, l'engagement dans les tâches. Chez les filles, c'est davantage à tout ce qui est lié aux émotions, où on va observer des différences plus importantes là, entre les garçons et les filles. Super. Merci Stéphane pour cette précision.
En fait, c'est intéressant parce que ça nous permet justement de voir de quelle façon on peut adapter les interventions selon le genre des jeunes qu'on a devant nous. Deuxième question, une des particularités montréalaises réside dans le fait qu'on a la plus grande proportion de classes d'accueil au Québec. Un bon nombre, justement, d'élèves nouveaux arrivants vont se retrouver dans les classes d'accueil au moment de cette transition-là. Donc, de quelle façon est-ce qu'on doit adapter la manière d'aborder le passage du primaire au secondaire avec ces jeunes-là qui ne sont pas nécessairement toujours francisés? Marie-Lou, Marie-Claude, je vous laisse y aller. Parfait. Mais moi, je prépare, nous, on a une grande proportion de classes d'accueil sur notre territoire. Donc, on prépare autant les élèves dans la classe d'accueil que nos élèves de réguliers. C'est important de le faire parce qu'ils ont quand même les mêmes questionnements. C'est les mêmes façons. Les différences entre l'école primaire et secondaire sont les mêmes pour eux, le changement. Donc, c'est sûr qu'on adapte. Donc, je prépare, je fais les mêmes ateliers que je fais au régulier, que je les fais dans les classes d'accueil. C'est sûr que je les adapte, je les simplifie, mais il faut garder en tête qu'ils n'ont pas le même parcours. Donc, il y a la barrière de la langue, mais aussi la barrière du parcours. Le parcours migratoire, ce qu'ils ont vécu est très différent qu'un élève qui va être dans une classe régulière qui n'a pas eu de migration. Donc, ils ont des vécus différents, ils ont des parcours migratoires différents, ils ont de la formation académique aussi différente, ils ne sont pas tous au même niveau. Mais au niveau des questionnements, qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir, le fonctionnement, comment ça fonctionne, les cloches, le casier, le cadenas, un horaire, tout ça, mais on fait la même chose avec eux. Puis on les amène au secondaire aussi, vivre l'expérience aussi. Mais il faut être sensible à leur vécu, puis c'est aussi sensibiliser les enseignants à ça aussi. Beaucoup. Et si je peux me permettre de faire du pouce sur l'idée de Marie-Lou, les parents et les enfants ne connaissent pas notre système d'éducation. Donc, c'est une difficulté de plus. Là, ils viennent de s'adapter au primaire et ils doivent faire la transition au secondaire, s'adapter au secondaire, comprendre comment ça se passe, les différents profs, là, le BABA. Et une autre particularité, c'est malheureusement, souvent, les nouveaux arrivants sont une clientèle plus défavorisée, les parents travaillent beaucoup, sont en mode survie, ils ont moins de temps à donner à leurs enfants, d'où l'importance de l'école et d'avoir des ateliers comme ceux donnés par Marie-Lou, là, je parle pour notre paroisse, de sensibiliser les enfants et par le fait même les parents. Parce que c'est des parents, ils sont moins disponibles à leurs enfants parce qu'ils doivent travailler pour gagner leur vie. Et le fonctionnement et la langue, tu sais, toutes les informations sont données en français. L'école ne peut pas fournir de documents traduits. Donc, d'où l'importance des CS qui est inscrit au webinaire. Ben, nous aussi, on en a, puis c'est d'où l'importance que ça favorise la transition, d'avoir un organisme ou des intervenants qui font le lien entre l'école et les parents. Surtout dans cette transition-là. Stéphane, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Oui, en fait, ce que je pourrais ajouter à ce qui vient d'être dit, c'est que ce qu'on sait par rapport aux parents de familles immigrantes, c'est que si on s'intéresse, par exemple, à leur implication dans le suivi scolaire de leur enfant, ce que les études démontrent, c'est que les parents de ces familles ont souvent des attentes qui sont plus élevées que ceux des familles de non-immigrants. Donc, par rapport aux attentes scolaires, ça, c'est une bonne chose, parce que ces parents ont des attentes élevées pour leurs jeunes. Ils savent probablement les défis auxquels ils auront à faire face et donc, ils valorisent beaucoup l'éducation. Donc, à la maison, ils sont très engagés dans le suivi scolaire auprès de leurs enfants. Mais ce qu'on constate aussi, c'est que ce sont des parents qui vont moins aux activités liées à l'école, peut-être parce qu'ils se sentent, il y a un sentiment d'infériorité, une méconnaissance du milieu scolaire, du langage, il y a la barrière de la langue qui peut jouer un rôle. Donc ça peut faire en sorte que les jeunes participent moins à ce qui se passe à l'école, aillent moins aux rencontres de parents, notamment, soient moins enclins à communiquer avec l'école s'il y a quelque chose qui les préoccupe par rapport à la situation de leurs jeunes. Donc, par rapport à l'engagement associé à ce qui se passe dans les activités de l'école, ils sont moins présents. Il y a peut-être un travail à faire de ce côté-là, justement, là, pour aller chercher ses parents, mieux les soutenir, répondre à leurs besoins.
Mais sur le plan de l'implication parentale à la maison, dans le suivi scolaire de leur enfant, ils sont très engagés. Il faut aussi avoir en tête que, oui, c'est vrai qu'on observe que plusieurs de ces familles sont dans situations financières qui sont précaires, mais il en demeure pas moins aussi que plusieurs de ces familles ont des parents qui sont en situation de déqualification professionnelle, c'est-à-dire ce sont des parents hautement scolarisés qui arrivent au Québec, qui sont diplômés, mais qui malheureusement n'ont pas un emploi qui est à la hauteur de leurs compétences. Donc, ce sont des parents qui sont instruits, qui sont engagés, impliqués à la maison. Donc, ça peut être un élément important là, pour les jeunes et pour favoriser leur intégration au Québec et à l'école. Donc, ça, il y a des nuances de cette nature-là qu'il faut apporter, mais au final, l'implication par rapport aux activités scolaires est moindre chez les parents de familles immigrantes. Merci à vous trois pour ces réponses. La dernière question qu'on a pour vous ce matin dans ce panel de discussion, contrairement à la transition des milieux de la petite enfance à la maternelle et du secondaire vers le collégial, la transition du primaire au secondaire, elle se passe vraiment entre le milieu scolaire, donc d'école à école. Quels sont les acteurs au-delà de l'école ou des acteurs scolaires qui peuvent soutenir cette transition? Puis comment est-ce qu'ils peuvent le faire? Un exemple très concret. Moi, je travaille dans un carrefour jeunesse-emploi. Je travaille en persévérance scolaire à l'école secondaire. Et c'est vraiment suite à une rencontre. Je travaillais beaucoup avec des secondaires 1 doubleurs et je me suis dit, là, on fait une rencontre avec des profs de 6e, tout ça, est né le programme du passage primaire-secondaire parce que moi, j'ai le temps de le faire. En étant comme un organisme communautaire, il y avait de l'argent qui tombait sur une école ouverte sur le milieu. Donc, on a pu produire un projet qui était très structurant et ça me permet que quelqu'un dans l'école ne peut pas avoir autant de temps de faire tous les ateliers que je fais normalement. Donc, c'est un avantage là, de travailler avec un organisme communautaire qui permet de faire la persévérance scolaire, mais aussi le passage primaire-secondaire qu'un intervenant de l'école n'aurait pas cette libération-là de faire autant d'écoles, autant d'ateliers. Et si je peux me permettre d'ajouter, le fait que Marie-Lou vienne en classe, bien, veut pas, elle forme les enseignants, puis les enseignants, bien, on forme les parents. Dans nos rencontres de parents, on parle de ces ateliers-là, on relaie de l'information, donc par la bande, par l'organisme communautaire, on est capable d'arriver à bien former les parents parce que quand on est titulaire au primaire, on ne sait pas ce qui se passe au secondaire. On ne connaît pas les cloches, le cadenas, les périodes et tout ça. Donc, grâce aux ateliers, bien, on peut aider les parents à aider les enfants encore mieux. Je peux ajouter à ce qui vient d'être dit. En fait, moi, je reviens encore avec mes besoins psychologiques. Je pense que tout contexte qui contribue à soutenir les besoins de compétences, d'autonomie, d'appartenance des jeunes vont faire en sorte que l'adaptation à la transition sera beaucoup plus facilitante pour ces jeunes-là. Donc, oui, ça touche les enseignants du secondaire, les parents, évidemment, mais aussi tout autre adulte avec qui le jeune interagit sur une base régulière. L'idée, c'est que notre jeune pour qu'il puisse fonctionner de manière optimale, peu importe ce qu'il vit, il doit se sentir compétent, autonome et lié aux autres. Donc, tout adulte qui intervient avec lui devrait s'assurer de mettre en place les principes de base que j'ai énoncés tout à l'heure pour pouvoir créer des contextes qui soutiennent ses besoins. Et il ne faut pas oublier aussi, effectivement, qu'on peut travailler avec les parents ou avec les adultes, ça inclut les enseignants, et peut-être les rappeler aussi de l'importance de ces besoins et des pratiques qui soutiennent efficacement ces besoins. Donc, toute personne qui agit directement avec le jeune ou indirectement, par exemple, des personnes de la communauté qui travaillent avec les familles ou encore avec le milieu scolaire, mais de rappeler aux adultes qui interagissent, eux, directement avec le jeune, ces principes de base et les besoins qui sont essentiels là, pour assurer une qualité d'adaptation en contexte de transition. Super. Merci pour ce complément d'information, puis merci à vous trois pour ce moment d'échange. On serait maintenant rendu à la section de Marie-Lou et Marie-Claude, donc un tandem terrain scolaire, qui vous présenteront justement le projet Passage primaire-secondaire dont Marie-Lou a commencé à exposer il y a quelques minutes. Donc, je vous laisse la parole. Donc, bonjour tout le monde. Eh bien oui, on va répondre exactement à la question qu'est-ce que le projet Passage primaire-secondaire?
Oui, la présentation commence. Moi, je vous ai fait une petite présentation rapido préto, mais c'est un peu un outil pour vous, là, un peu les objectifs de chaque atelier qu'on fait dans les classes. Donc, comme je disais, c'est un programme qui a été bâti, ça fait maintenant plus de 21 ans à la Chine, Marie-Claude. Ça fait, ensemble, ça doit faire au moins une dizaine d'années que je vais dans ta classe faire les ateliers de passage primaire secondaire. Donc, ça fait plus de 21 ans à la Chine. J'ai fait à Outremont, Verdun pendant 8 ans aussi. Donc, c'est vraiment une rencontre quand je travaillais comme intervenante en persévérance scolaire, motivation scolaire, souvent avec les secondaires 1, et je me suis rendu compte qu'il y avait un trou. Il y avait un trou entre le passage, les profs au primaire disaient, les profs au secondaire disaient, ils ne sont pas assez préparés, puis au primaire, nous autres, on n'a pas le temps de les préparer. Puis là, je me dis, oh my God, il y a quelque chose à faire entre les deux. Ils n'ont pas le temps d'aller dans la poutine, dans la technique, tout ça. Et là, j'ai conçu un programme qui est à la base 9 ateliers c'est comme des pratiques. Donc, c'est des cours préparatoires au secondaire. Fait qu'on peut aller à la prochaine diapo. Donc, les besoins, comme je dis, il y a vraiment des besoins qui sont, comme on a déjà nommé, c'est qu'il y a des grandes différences entre le primaire et le secondaire. Et on passe de la petite école à la grande école. Tu passes du plus vieux de ton école à retour à la maternelle du secondaire, comme je l'appelle. C'est de l'enfance à l'adolescence et il y a beaucoup, beaucoup de changements. Donc, suite à ça, moi, je me suis dit, pourquoi? On peut passer à la prochaine diapo. Je me suis dit, je vais faire des cours préparatoires au secondaire et pour mieux les préparer, je me suis dit, je vais me coller à la réalité. Donc, on fait des ateliers de 75 minutes. Pourquoi des ateliers de 75 minutes? Parce que dans la majorité des écoles secondaires, c'est des périodes de 75 minutes qu'on a. On n'a plus des périodes de 50 ou de 60 minutes. Donc, on fait vraiment longues. C'est quoi une période de 75 minutes avec moi? Et sans pause, sans collation, sans tout ça. Et on a un thème à chaque atelier. L'objectif, c'est vraiment moi, ce que je veux, c'est que le secondaire n'a plus de secret pour toi à la fin de l'année. Donc, je les vois une fois par mois. Donc, c'est un programme qui est quand même qu'on commence du mois d'octobre jusqu'au mois de juin. Je les vais une fois par mois dans leur classe et je donne le cours de passage primaire-secondaire. Les jeunes m'appellent Madame PPS. Je pense que certains ne savent même pas mon prénom. Je réponds autant à Madame PPS qu'à Madame Marilou. Ça fait partie de ma double identité maintenant. On parle, chaque thème est le but de préparer un thème sur le secondaire. On peut aller à l'atelier numéro 1. Donc, mon atelier numéro 1, c'est comment prendre sa place au secondaire. Parce que là, c'est le fun. Comme je leur dis, vous êtes les kings et les queens de votre école. Il n'y a plus de secret. Mais l'année prochaine, c'est une nouvelle école. Tu te retrouves dans une école de 1000 élèves et plus la plupart du temps. Et la place, il va falloir que tu fasses ta place. Puis pour faire sa place, là, on parle vraiment des peurs un peu, ce qu'ils ont des peurs par rapport à ça. Souvent, ils ont peur des plus grands. Ils ont peur de se faire intimidés ou achalés par les secondaires 4-5. On leur démontre que ce n'est pas ça la réalité. Donc, un secondaire 5 va pas s'en prendre à un secondaire 1. C'est assez rare qu'on voit ça dans la réalité. Comme eux, je leur montre qu'en 6e année, c'est pas vrai qu'ils vont s'en prendre à un maternel. Ça serait un peu bizarroïde, mais c'est la même chose. Donc, on parle de la table de ping-pong, la table de baby-foot, elle est là pour tout le monde, mais c'est pas vrai que les gens vont faire « Hey, toi, viens jouer au baby-foot. » Il va falloir que si tu veux jouer au ping-pong, tu apportes ta raquette de ping-pong, puis tu fais comme « Qu'est-ce que tu fais là? » Je viens jouer au ping-pong. Donc, on leur parle de l'importance, la facilité de comment se faire des nouveaux amis au secondaire, de prendre sa place, peut-être que des gens vont tenter de les impressionner, je te dirais plus. Donc, on parle que si jamais souvent, c'est mes secondaires 2, je dirais, qui sont tellement contents de ne plus être les plus jeunes de l'école, qui ont tendance à vouloir des fois impressionner mes secondaires 1. Donc, je leur dis, ne sois pas impressionnable. Et on fait des exercices de comment prendre sa place. C'est important d'être capable de prendre des décisions, d'être capable de les argumenter, de ne pas être un suiveux. Et là, ce que je dis, la chose que je dis le plus, c'est l'importance de faire des activités parascolaires à l'école secondaire. C'est la meilleure façon de prendre ta place. Tu vas passer plus de temps à l'école. Tu vas passer faire d'autres choses que les cours à l'école. Tu vas rencontrer des amis qui ont le même intérêt que toi. Donc, ça va être facile. Tu vas rencontrer des amis qui ne sont pas de ta classe. Donc, tu vas
Donc, le plus de temps que tu vas passer à l'école, l'école va devenir comme ta deuxième maison. Donc, pour moi, là, c'est un message. Puis là, ce qui arrive, c'est des activités parascolaires, c'est quand les inscriptions? Bien, c'est au début de l'année. Puis c'est sur la place publique. Puis c'est là, ce qui arrive, c'est que mes secondaires 1, mais sont gênés. C'est souvent là, je leur dis, là, vous arrivez, là, puis c'est la place publique, là, t'es comme, ils sont là, mes secondaires 1, c'est comme, oh, ils sont gênés, ça se fait au début de l'année, mais je leur dis, là, fonce, go, go, go. Si vous avez une chose à faire, c'est l'année passée, oblige-toi l'année prochaine de t'inscrire au moins dans une activité parascolaire. Là, c'est là qu'on rentre le concept de faire le canard. Marc-Claude, qui trouve ta classe, trouve ça bien drôle. Cette année, tu peux en parler, mais je leur dis, s'il y a quelqu'un comme tu ne passes pas, il sortait de sa classe, puis il y a un individu quelconque qui est arrivé, tu ne passes pas, puis je fais comme, oui, je passe, prends ta place, montre que ça, mais même si à l'intérieur, tu as l'impression de vouloir fondre ta vie, mais tu ne fais pas comme je change de corridor, tout ça. Donc, vraiment, on fait des exercices de ça dans cet atelier-là. Donc, c'est vraiment de comment prendre sa place au secondaire. L'atelier numéro 2, c'est vraiment l'atelier de résolution de problèmes. Pourquoi je travaille beaucoup ça en 6e année? Bien, c'est vraiment, comme on dit, la clé du succès au secondaire, c'est il y a beaucoup plus d'autonomie, c'est l'organisation et la résolution de problèmes, c'est la clé du succès. Donc, souvent, mes élèves du secondaire 1 se mettent dans le trou pour des niaiseries qui auraient pu être évitées s'ils avaient réfléchi avant d'agir. Et là, c'est tout le principe de puis souvent, c'est mes élèves, c'est des élèves qui sont, ils n'ont plus l'enseignant, les enseignants sont plus confrontés à être avec un même enseignant qui les aide dans tout ça. Donc, l'apprentissage, c'est vraiment cet atelier qui est l'apprentissage de l'autonomie. Il m'arrive une situation et qu'est-ce que je fais avec ça? Donc, je leur montre une méthode de résolution de problèmes et on fait des problèmes ensemble qui peuvent arriver au secondaire. Donc, j'ai oublié mon linge d'éducation physique. Qu'est-ce que je fais avec ça? Souvent, j'ai des élèves, je leur donne des exemples très concrets que j'ai un élève qui est venu me voir dans mon bureau et il me dit il y a eu une retenue. Je vais dire pourquoi tu as eu une retenue? Parce que je n'ai pas été à ma récupération obligatoire de mathématiques. Je suis parfait. Pourquoi? Ben, je n'avais pas mon livre de maths. OK, parfait. Qu'est-ce que tu as fait? Mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Je n'avais pas mon livre de maths. Fait que là, je leur démontre ensemble qu'est-ce qu'il aurait pu faire pour s'éviter cette retenue-là. Donc, on fait les étapes de la résolution de problèmes. Et c'est aussi l'atelier où on parle effectivement de l'intimidation, de la cyber-intimidation. Donc, s'il t'arrive un problème d'intimidation, quoi faire avec ça? Et malheureusement, encore en 2024, on se bat avec le problème de si je parle, ça va être pire pour moi. Donc, si je dénonce mon intimidateur, ça va être pire pour moi. Et là, c'est là que j'embarque en leur montrant comment nous, les intervenants, on intervient. Le principe de faites-nous confiance, on est là pour assurer votre sécurité. Et je parle d'un cas d'intimidation que j'ai dû intervenir et la façon de leur démontrer qu'on est là pour leur sécurité. Donc, aussi que dénoncer de l'intimidation, ce n'est pas, eux autres, dans leur jargon, ils appellent ça des snitch, mais ce n'est pas être un snitch, mais c'est de choisir d'être un super-héros et qu'on peut aussi, que tu connaisses la personne ou pas, dénoncer l'intimidation peut changer le cours des choses. Et je leur parle de devenir un super-héros et de voir changer un peu leurs lunettes sur la façon que c'est par rapport à ça. Et l'atelier numéro 3, je ne sais pas, Marc-Claude, as-tu quelque chose à rajouter sur l'atelier 2? Je veux juste dire 2 choses sur les 2 premiers ateliers. Les peurs, quand tu as parlé tantôt des peurs, les peurs des enfants sont très pratico-pratiques à ce qu'on voit, à ce que je ressens d'année après année, c'est de se perdre dans l'école, arriver en retard à son cours, pas être capable d'ouvrir son cadenas, puis se faire achaler, intimider, écœurer par les grands. Ça revient toujours. C'est pas dans les milieux, j'ai fait les milieux autant défavorisés que favorisés. Au quotidien, pour les enfants, c'est vraiment ces peurs-là qui ressortent, peu importe le milieu. Et pour arriver à prendre sa place dans le premier atelier, ben, on leur donne un bon choix de parascolaire. À mon école, on leur donne un bon choix de parascolaire déjà en 6e, où ils ont des choix à faire pour penser l'année prochaine. Oui, j'ai fait du parascolaire, je peux continuer. On fait des activités, les profs en classe, pour donner son opinion. Faire des tempêtes d'idées sans censure, faire des débats pour les habituer à parler. Même si c'est devant leur groupe, il reste qu'une présentation orale, c'est toujours stressant. Fait que si on en fait plus en 6e, on espère qu'au secondaire, ça aide.
Troisième chose que je voulais dire, c'est, oui, pour la résolution de problèmes, depuis que je connais Marie-Lou, à chaque fois qu'il y a un problème qui arrive dans l'école, que ce soit à la récré, au dîner, en classe, peu importe, on revient sur, OK, qu'est-ce que tu aurais pu faire? Fait qu'on met vraiment à pratique ça pour que ça développe une espèce d'habitude de, OK, j'ai un problème, mais je ne reste pas figé, j'agis. C'est tout ce que j'avais à dire. D'automatisme. Donc, je leur présente 7 étapes de résolution de problème. Et là, j'imagine que tu passes, là, c'est quoi l'étape 1, c'est quoi l'étape 2, c'est toi, là, puis là, il arrive. Oui, je ne le fais pas peut-être aussi. Je le fais peut-être pas aussi formellement que toi, mais je le fais à chaque fois de trouver, tu sais, différentes solutions. Puis ma collègue aussi, là, je parle pour, on est seulement 2 6e cette année, mais dans l'école où j'étais avant, c'était la même chose. C'est bon. Donc, l'atelier numéro 3, c'est l'atelier qu'on parle plus de niveau des stratégies d'études. Malheureusement, au secondaire, je rencontre souvent des élèves que étudier pour eux, c'est lire leurs notes. Donc, lire les notes, ce n'est pas étudier, c'est que tu as fait de la lecture. Et là, je leur démontre que en secondaire 1, c'est vraiment une façon différente de fonctionner. C'est les devoirs du jour chaque jour. Il n'y a plus de plan de travail qui existe. C'est pas les examens, c'est différent. Et l'année de secondaire 1, c'est vraiment l'année du par cœur. Je l'appelle vraiment l'année du par cœur. Oui, il y a plus de devoirs, mais je dirais il y a beaucoup plus d'études. Donc, si on regarde leur matière, géographie, histoire, ils vont beaucoup avoir des choses à apprendre par cœur. Science, qui est vraiment les composantes de l'atome et tout ça qu'ils vont avoir par cœur. Il y a même des définitions de mathématiques à apprendre par cœur. Donc, c'est vraiment beaucoup plus d'études. Souvent, les élèves me disent, Madame Marie-Lou, il y a plus de devoirs, mais il y a beaucoup d'études au secondaire 1. Oui, c'est beaucoup de par cœur. Et malheureusement, on ne leur apprend pas nécessairement comment étudier à l'école. On leur montre de la matière, mais le comment étudier, développer des stratégies d'études, ce n'est pas nécessairement travaillé. Et c'est ce qu'on fait dans cet atelier-là, c'est qu'on leur montre différentes façons d'étudier avec différents types de personnalités. Donc, il y a des personnes, des stratégies qui vont être plus visuelles, des stratégies qui vont être plus kinesthésiques, des stratégies qui vont être plus auditives. Et moi, souvent, ils ont étudié de la même façon depuis la première année. Et là, tu t'en vas au secondaire et je leur dis, bon, OK, fais des fiches, mets de la couleur, fais des photographies dans ta tête, dribble avec un ballon, marche dans ta chambre, étudie avec un miroir. Donc, on fait des exercices. Je leur donne un défi de mémorisation de mots et d'images. Et là, ils doivent les étudier. Et après ça, là, je leur montre, ah, regarde, toi, tu as fait ça, toi, tu as fait ça. Toi, quand tu étudies, là, tu étais comme Toi, tu as besoin de toucher, tu as besoin de continuer ça. Donc, on leur montre, puis moi, je leur dis, moi, ce que je veux, c'est que tu essayes des nouvelles façons, des nouvelles stratégies d'études dans tout ce que je t'ai montré. Tu vas voir ce qui va fonctionner. Mais surtout que étudier, ce n'est pas de faire de la lecture. Tu peux étudier avec quelqu'un. Et je leur dis souvent, ce qui arrive, c'est que je fais aussi, j'ai une chaîne YouTube qui fait pendant la pandémie, j'ai dû m'adapter à ne plus être dans les écoles. Donc, les parents, c'est souvent les parents, ils laissent un peu tomber. Ils arrivent au secondaire, ils ont forcé au primaire, puis là, ils arrivent au secondaire, puis ils sont comme, ah, fini les devoirs, fini ça. Ma réponse, c'est non, 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 non. C'est vraiment encore très important, même plus important d'accompagner nos jeunes dans l'organisation, parce que l'autonomie, l'organisation, ça ne s'apprend pas à un été, ça ne s'apprend pas. C'est au cours, tout le long. Moi, je fais de l'intervention dans le passage primaire secondaire depuis des années, mais j'ai aussi vécu avec mon propre fils le secondaire 1 et en tant que maman, ben, il me demandait autant, même plus d'énergie que mes 2 autres au primaire, juste en secondaire 1. L'apprentissage, la gestion des instruments, le Teams, que ce soit Classroom, tout ça, l'agenda, juste à étudier, j'ai eu l'impression de refaire mon secondaire 1 quand il était en secondaire 1, tellement que j'ai étudié avec lui. Puis, petit à petit, là, il est rendu en secondaire 3, il demande moins d'énergie, puis tout ça, mais de s'intéresser, tout ça. Et souvent, ben, c'est ça, c'est de leur montrer que tout ça, puis dans les capsules de passage primaire secondaire sur YouTube, ben, ça en fait partie là, pour les parents de dire, ben, il ne faut pas abandonner,
faut les accompagner parce que l'autonomie, ça ne s'acquiert pas de façon instantanée. Il faut les accompagner là-dedans et l'organisation aussi. Donc, ça, c'est l'atelier numéro 3 qui est au niveau des stratégies d'études. L'atelier numéro 4, qu'on peut passer à l'autre diapo, c'est vraiment au niveau, ça, on y va plus au niveau des bonnes conditions d'études. Donc, quoi faire et ne pas faire quand on étudie et la gestion du temps. Donc, quand on étudie, il y a des bonnes choses. Si tu veux que ta période d'études soit efficace, il y a des bonnes choses à faire et il y a des mauvaises choses à faire. Donc, étudier sur son lit, est-ce que c'est possible? Oui. Est-ce que c'est efficace? Non. Et pourquoi? Donc, je leur fais un exposé oral sur les bonnes et les mauvaises conditions d'études. Et après ça, ils ont un travail à faire, à trouver selon une image, qu'est-ce que la personne fait de bien ou de pas bien par rapport à ça. Donc, on parle plus de l'environnement, de la façon d'étudier, pas des stratégies d'études, mais plus tout le reste. Donc, on n'étudie pas le ventre vide, ça te prend un bon éclairage, pourquoi, ouvrir la fenêtre de sa chambre, pourquoi. Donc, le positionnement, le bureau. Donc, on parle plus au niveau de l'environnement d'études. Marc-Claude, avais-tu des choses à rajouter par rapport à ça? Je sais qu'il nous reste 5 minutes, il ne nous reste pas beaucoup de temps, là, je pense. Hein? J'ai vu ça passer vite, vite. Je vais aller vite. C'est juste pour faire vraiment un lien, ça, ces ateliers-là de Marie-Lou, ça a changé des choses dans ma pratique parce que, par exemple, j'avais pas pensé mettre des affiches dans la classe, que ça pouvait être aidant avec les règles de grammaire et je me disais, ils sont grands, ils sont en 6e année. Et non, ça aide, puis je le vois à chaque jour, je dirais que j'ai des élèves qui vont lever les yeux, qui vont regarder les affiches. Vous allez dire que c'est de base, là, mais bon, que voulez-vous, je n'y avais pas pensé. Et c'est grâce à Marie-Lou que des fois, il y en a qui écoutent plus, qui regardent plus. Donc ça, j'ai changé ça. J'ai changé aussi la manière de faire mon agenda parce que l'agenda, avant, on le faisait, bon, tu écris tout dans la même colonne, peu importe, bon, tu l'écris. Maintenant, je m'assure que c'est écrit à la date demandée. Si je demande un devoir pour mardi le 11, ben, on va l'écrire à mardi le 11. S'il y a un examen, ben, on peut prendre différentes couleurs pour se rappeler que, oh, wow, c'est en jaune, c'est important, c'est un examen. Ah oui, dans la classe aussi, je leur permets d'avoir différents sièges et différents endroits où ils peuvent aller travailler. Des fois, il y en a qui ont juste besoin de travailler debout, plus assis. Fait que ça aussi, c'est des changements que j'ai apportés grâce aux ateliers de Marie-Lou. Et j'ai eu des témoignages de grands qui reviennent me voir du secondaire et de parents qui disent que tout ce qu'on a fait en lien avec le passage primaire-secondaire, ça a porté fruit. Pour des fois, c'est juste un détail, là, exemple, mettre le cadenas après le casier. Au retour de la relâche, ils vont avoir un cadenas après leur casier. Bien, ça enlève un stress rendu au secondaire pour les écoles qui ont encore des cadenas, des bons vieux cadenas à numéros, là. Des petits détails comme ça qui peuvent vraiment aider. Ouais. Ouais. Ce qui nous amène à l'atelier numéro 5, qui est vraiment l'atelier que je l'appelle, c'est une journée type au secondaire. Donc, vraiment, là, je leur présente la poutine, de comment ça fonctionne un agenda au secondaire qui est très différent. Comment ça fonctionne. Donc, je donne des trucs et des stratégies pour utiliser ton agenda efficacement. On parle du casier, comment l'organisation du casier, tout ça. On parle de l'horaire, comment fonctionnent les cloches, les règlements, les changements de classe. Donc, on est vraiment dans la poutine du fonctionnement. Et c'est ça. Et l'atelier numéro 6, on fait une visite de l'école secondaire qui est une demi-journée complète. Donc, c'est vivre l'expérience secondaire. Ce n'est pas une journée de porte ouverte. Les élèves sont vraiment là. C'est vraiment un jour 7. On entend les cloches, on voit les pauses, on mange à la cafétéria, on vit le dîner libre du secondaire. Et donc, c'est vraiment, on rencontre les intervenants, on a des témoignages d'élèves, tout ça. Et on finit les ateliers avec un gros wrap-up de tout ce qu'on a vu. Le dernier atelier, c'est vraiment prêt pour le secondaire. On résume tout ce qu'on a appris, on approfondit les choses ou les questionnements qui n'ont pas été ça. Puis là, c'est là que je mets leur étampe prête sur le secondaire, sur leur épaule. Tout ça, je leur ai donné un défi d'organisation. Ils doivent conserver le mini-casier que je leur donne en début d'année. Et on voit qui a été bien organisé et qui va avoir plus de défis l'année prochaine. Donc, c'est en résumé rapido là, de tout ce qu'on fait en passage primaire secondaire. Je sais, Mylène, je te vois à la caméra. Je sais qu'il ne me reste vraiment pas beaucoup de temps. Mais comme je disais,
pendant la pandémie, j'ai dû inventer des capsules de passage primaire-secondaire. Donc, c'est des capsules de 10 minutes qui sont très utilisées par les professeurs, même sur des sites d'écoles secondaires, tout ça. Maintenant, là, je vous le dis, là, c'est fait maison. Je ne suis pas monteuse, tout ça. C'était fait dans l'atelier numéro 7. J'ai l'atelier de travail d'équipe. Je pense qu'elle est plus tard dans la diapositive qu'on a dû enlever, qu'on ne fait pas cette année. Moi, c'est l'atelier de travail d'équipe. C'est un autre atelier qu'on les fait travailler en équipe, on explique les différences parce qu'il y a beaucoup plus de travail d'équipe au secondaire qu'au primaire et ça se fait à l'extérieur des heures de classe. Donc, c'est un atelier qui parle de ça, puis qu'on les fait travailler en équipe, puis on leur montre l'importance de donner des rôles, la disposition, puis on parle un peu de tout ça. Donc, les ateliers, bon, les capsules sont sur Madame Passage primaire secondaire sur YouTube, mais comme je vous dis, c'est un prototype maison, mais je travaille très fort pour faire un projet qui va avoir des vraies capsules parce que je pense que c'est autant important de préparer les parents que les enfants. Donc, ça devient des capsules que ça peut porter à discussion avec les enfants, les parents, et que les profs utilisent aussi maintenant dans les classes. Parce que malheureusement, je suis sur le territoire de la Chine et je ne peux pas me diviser en 8, mais ça existe comme outil là, présentement. Fait que ça fait le tour rapide. Donc, si jamais il y a des questions tantôt, là, je pourrais répondre. Là. Je sais qu'on a été très express, mais ça fait partie. Mais moi, au secondaire, donc ça fait 20 ans que je le fais, ce qui permet que mes directions, les intervenants voient la différence maintenant en qui a fait du PPS. Ils peuvent savoir, un élève de l'extérieur, il peut dire, lui, il n'a jamais fait de PPS. Donc, on le voit, les élèves maintenant qui ont fait les ateliers par rapport à ceux qui n'ont pas fait les ateliers, ça a augmenté le niveau de confiance en soi. Ils rendent plus confiants, ils savent à quoi s'attendre de l'école, ils sont mieux organisés, ils utilisent mieux leurs outils. Et au secondaire, ils voient la différence entre ceux qui ont fait et ceux qui n'ont pas fait. Pour moi, ça, c'est un gros succès là, par rapport. Puis comme je les vois sur une année complète, ils connaissent. Et ce qui est merveilleux pour moi, c'est que je suis là à la rentrée scolaire. Donc, les 2 premières semaines, je suis dédiée à eux autres à 100%. Donc, le visage qu'ils ont connu, et je suis à l'école bassin, donc la plupart des élèves qui vont à cette école-là. Donc, c'est une personne et je peux transférer le dossier. Et je peux dire, hey, ça, c'est ma collègue, ça, c'est elle qui va pouvoir t'aider. Et souvent, mon avantage, c'est que je suis plus rapide qu'un dossier physique. Donc, je les connais, mes jeunes vulnérables, je me connais ceux qui sont, je ne sais pas s'ils vont aller sur le côté obscur de la force, au côté de la lumière. Donc, je peux aller voir le coach de sport, puis hey, je te présente lui. Lui, c'est dès septembre que tu le mets dans une équipe parce que je veux qu'il ait du bon côté. Ou les plus anxieux ou les élèves qui sont TDA, TSA. Donc, c'est des élèves que je peux transférer et je suis beaucoup plus vite qu'un dossier physique. Souvent, les profs, les directions, ils me disent, OK, lesquels, Marie-Lou? Et là, je fais comme ceux-là. Je veux qu'on porte une attention particulière dès la rentrée. J'ai vu la question si tu fais des choses durant l'été. Moi, je leur dis beaucoup aux élèves, là, des choses à faire durant l'été, c'est de pratiquer le transport. Souvent, tu fais le transport avec tes parents en autobus. Tu vas le faire avec tes parents une fois, tu vas le faire tout seul, tu vas le faire pendant pas les heures de cours, tu vas le faire à l'heure de cours. Mais il y a le camp de la rentrée. Je sais qu'il y a des écoles qui font des camps aussi. Nous, ils font le 5 à 7 de la rentrée, mais durant l'école, c'est plus au niveau du parascolaire. Il va y avoir du sport qui vont continuer à se faire. Donc, ça les aide par rapport à ça. Effectivement, il y a ça aussi qui va se faire. Marie-Lou, je t'arrête ici parce qu'on va continuer avec la période de Oui. questions. Mais merci beaucoup, Marie-Lou, Marie-Claude, pour votre présentation. C'est quand même très inspirant de vous entendre parler avec autant de passion du projet. Et c'est aussi très surprenant de voir à quel point vous avez réussi à synthétiser autant d'actions en si peu de temps. Fait un grand merci pour ça. Donc, on serait rendu vraiment à la période de questions. Si vous ne l'avez pas encore fait, on vous invite à mettre vos questions dans le module Q&A juste en bas, la question-réponse. Je sais qu'il y a certaines questions qui ont commencé à rentrer. Donc, Mireille, je vais te laisser avec la première question.
Oui, ben, il y a plusieurs personnes qui sont vraiment intéressées par les ateliers et qui demandent comment les obtenir. Est-ce que c'est disponible sous document? Et donc, Marie-Lou, tu as mentionné que tu travaillais sur un projet de vidéo pour les capsules, pour les ateliers. Est-ce que tu as un timeline pour le projet ou c'est encore trop tôt? Pour la livrée, le livret du projet, on travaille très fort, c'est la recherche de financement. Mais effectivement, ça s'en vient, là, ça s'en vient là, pour faire les capsules. Il y a déjà Madame Passage primaire secondaire sur YouTube qui existe, mais là, on va refaire ces capsules puis aller un petit peu plus loin. Puis c'est des capsules c'est des 10 minutes maximum. Donc, c'est 6 à 10 minutes, ça se visionne très bien. Ça peut aussi permettre aux enseignants de l'utiliser, d'aborder le sujet, aborder des discussions en classe, avec les parents, d'en parler avec leurs enfants. Donc, ça existe, mais on va travailler sur quelque chose qui est beaucoup plus tout ça. Puis pour la question, je suis intervenante au secondaire. Donc, je travaille au Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, je suis une intervenante qui est prêtée aux écoles à 100 Donc, je travaille tout au niveau du Carrefour Jeunesse Emploi, au niveau de la persévérance scolaire. Donc, on me prête dans les écoles. Donc, je travaille à l'école secondaire 2 jours semaine au niveau de la motivation scolaire. Puis, les autres journées, j'ai 8 écoles primaires. Donc, je fais tous les 6e années de la Chine ou les finissants. Hein. On parlait aussi de 5e année qui passent. Donc, on inclut tous les finissants. Ce n'est pas nécessairement 6e année. Tous ceux qui vont passer au secondaire ont les préparations de passage primaire secondaire. Donc, moi, je me promène dans les 8 écoles secondaires de mon territoire et je suis comme un professeur itinérant qui se promène avec mon sac et je prends la classe à tous les 6e années. Donc, j'ai cette année 17 classes de 6e année à voir une fois par mois. Là. Parfait, merci. Puis, donc, en attendant, les autres capsules, celles qui sont sur YouTube en attendant, vont être envoyées dans le dossier documentaire qu'on va envoyer en suivi du webinaire. J'aurais une question pour Stéphane. Il y a Caroline Saint-Georges qui a écrit au niveau de l'anxiété de performance, est-ce qu'il y aurait une corrélation entre le niveau d'anxiété chez les filles et le fait qu'elles délaissent les activités physiques au secondaire? C'est une bonne question. En fait, l'anxiété, oui, ben, ce qu'on constate, c'est que les filles, effectivement, à l'âge de 14 ans, là, il y a une proportion importante des filles là, qui abandonnent la pratique d'activités sportives. On le constate aussi chez les garçons. C'est peut-être un peu plus marqué chez les filles. Tu sais, il faut savoir que ce que j'avais mentionné plus tôt dans la présentation, c'est qu'on sait que l'adolescence est une période où il y a des bouleversements hormonaux et chez les filles qui sont en période de puberté avant les garçons. Évidemment, ces changements surviennent plus rapidement. Donc, ça peut générer des émotions qui sont parfois plus extrêmes, plus négatives. C'est une période aussi sur le développement identitaire, on en a parlé, où les jeunes explorent beaucoup, se comparent aux autres. Et donc, quand j'arrive à l'adolescence, que mon corps se transforme, que je me compare aux autres, que je peux juger plus négativement quand je me compare aux autres, mais ça peut parfois pousser certaines jeunes filles à abandonner la pratique d'activité sportive. Et par ailleurs, il faut aussi penser que si on parle d'anxiété de performance, il y a des filles qui vont peut-être délaisser justement la pratique d'activité sportive pour se concentrer pour surinvestir, devrais-je dire, dans leurs études, ce qui n'est pas nécessairement une bonne chose parce que parfois, ça peut mener à des émotions encore plus sévères comme la dépression. Donc, il faut être particulièrement vigilant aux raisons qui font qu'une jeune fille va abandonner la pratique d'une activité sportive et surinvestir dans ses études. Donc ça, je pense qu'il y a lieu là, sans être inquiet, à tout le moins, avoir une bonne discussion avec la jeune fille là, pour comprendre les raisons de ses choix. Merci beaucoup. On a beaucoup de questions aussi sur le détail des ateliers. Marie-Lou, il y a des gens qui demandent si, par exemple, est-ce que les ressources communautaires sont abordées, comme les maisons de jeunes, l'aide aux devoirs, puis il y a aussi quelqu'un qui aimerait avoir plus de détails concernant le mini-casier.
Oui, le mini-casier, c'est un défi d'organisation que je donne à l'atelier numéro 1. Donc, c'est un simple sac Ziploc que je leur donne en début d'année. Et ils doivent conserver leur mini-casier du mois d'octobre jusqu'au mois de juin sans le perdre. Là, on voit les gens, parce que l'année prochaine, tous les effectifs scolaires sont dans leur casier, avec leurs bottes, leurs manteaux, tout ça. Donc, tu vas devoir transporter toutes tes choses, d'aller à ton casier, tous les cours, tout ça, pour leur préparer à de s'organiser. Donc, c'est leur défi que je leur donne et ils doivent conserver leur mini-casier. Puis le mini-casier, je leur donne des coupons pour différentes raisons durant les ateliers. Puis à la fin, ceux et celles qui ont conservé leur mini-casier, je fais un tirage et tous les coupons qu'ils ont ramassés durant l'année deviennent des coupons de tirage. Là. C'est vraiment un processus, une activité qu'on fait. Puis, pour ce qui est des ateliers, tout ça, là, il faudrait voir au niveau de ça, on pourrait en discuter, en parler. C'est sûr, là, je voyais la question si les autres CGE, c'est sûr que nous, on est un CGE qui est un peu, parce que là, on intervient avec des CGE, d'habitude, c'est 16-35 ans, notre CGE est 13-35 ans, et là, on étire la sauce un petit peu en prévention, parce que moi, le passage primaire-secondaire, c'est de la prévention au décrochage scolaire précoce, parce qu'on sait qu'ils ne vont pas décrocher nécessairement en secondaire 1, mais s'ils prennent du retard en secondaire 1, s'ils redoublent le secondaire 1, les chances de décrocher sont augmentées de beaucoup. Je pense, M. Duchesne, là, vous l'avez déjà mentionné par rapport à ça. Donc, nous, c'est vraiment de l'intervention très précoce qu'on fait. Donc, si on veut pas on veut que les enfants arrivent le plus préparés pour que la baisse du premier bulletin soit la moins prononcée et l'adaptation se fasse le plus rapidement possible pour éviter ça. Donc, au niveau des CGE, si d'autres CGE se sont inspirés, je ne sais pas. Mais c'est sûr que moi, au niveau de la clientèle, ce n'est pas dans la clientèle des CGE. C'est sûr que moi, j'ai une dérogation, mettons, un peu. Mais effectivement, les CGE pourraient s'en inspirer, effectivement. Merci. Pour en revenir à l'anxiété, on a Isabelle Forget qui demande comment peut-on diminuer l'anxiété chez les filles, car cela peut amener facilement la dépression. Je n'ai pas le restant de la phrase, désolée. Donc, comment diminuer l'anxiété chez les filles? Diminuer, c'est une bonne question. C'est une bonne question qui pourrait nécessiter une longue réponse. Moi, je vous ramène, écoutez, souvent, on essaie toutes sortes d'interventions puis de recettes qui ne sont pas toujours éprouvées. Ce qu'on veut de nos élèves, c'est qu'ils ressentent du bien-être dans toutes les sphères de leur vie. Évidemment à l'école, puisqu'ils y passent la majorité de leur temps d'éveil. Et si on veut favoriser le bien-être chez les jeunes et donc, par conséquent, diminuer leur anxiété, tant chez les filles que chez les garçons, c'est de se préoccuper de leur soutien, de soutenir leurs besoins psychologiques. Je reviens encore avec cette question des besoins psychologiques, mais vous savez, les besoins psychologiques, je n'ai pas beaucoup élaboré là, sur ce qu'ils représentent pour les humains, là, mais je vous pose la question à vous en tant qu'adulte. Posez-vous la question là, dans une journée, qu'est-ce qui peut vous irriter, qu'est-ce qui peut vous faire sentir incompétent? C'est souvent quand vous ressentez de la pression de faire des choses pour lesquelles vous n'avez pas nécessairement d'intérêt, que vous ressentez peut-être un manque de compétences à accomplir certaines choses, que ce soit pour accompagner des jeunes qui éprouvent de grandes difficultés. Ça peut être aussi en lien avec, dans mon milieu de travail, les relations ne sont pas toujours très cordiales. Donc, ça vient brimer nos besoins psychologiques. Puis quand ça brime nos besoins psychologiques, ça brime aussi notre bien-être. Les enseignants, par exemple, dont les besoins ne sont pas pleinement satisfaits dans leur milieu de travail, sont plus enclins à éprouver l'épuisement professionnel, sont aussi plus enclins à adopter des pratiques contrôlantes avec leurs élèves, des pratiques qui ne stimulent pas le bien-être chez les élèves et les bonnes motivations. Donc, quand on revient à ces besoins chez les jeunes, quand on s'y arrête et qu'on travaille à les soutenir, et ça favorise le bien-être, la persévérance, les apprentissages scolaires et donc, ultimement, nos élèves fonctionnent de manière optimale. Donc, je vous ramène à cette idée, l'importance de créer des contextes qui soutiennent les besoins d'autonomie, de compétences et d'appartenance sociale. C'est un des éléments important à considérer là, quand on veut faire de la prévention par rapport à des problématiques d'anxiété et de dépression, tant chez les garçons que chez les filles.
Merci beaucoup. Et dans le module de discussion, il y a aussi Valérie Serre qui a ajouté qu'il existe de beaux programmes de prévention de l'anxiété, comme le programme Hors Piste. Parmi les questions, une question qui est revenue à 2 reprises, c'est est-ce que l'impact du programme BPS est documenté? Donc, mon programme, c'est sûr qu'on a fait des sondages, on fait des sondages avant la perception de secondaire, avant les ateliers, et on fait le même sondage après. On l'a fait pendant plusieurs années pour voir l'impact, et on voit la diminution au niveau du stress, de l'anxiété, de la connaissance, des peurs, des mythes. Souvent, il y a beaucoup, ils ont beaucoup d'imagination, hein. Ils voient beaucoup de films aussi. Et souvent, on leur dit ce que tu as vu dans les films, c'est pas la réalité. Des fois, Marc-Claude, c'est des choses qu'on dit souvent, là. Des fois, ils ont des perceptions, tu fais comme ça, c'est pas vrai. Tu sais, j'ai des jeunes qui pensaient, avant d'aller faire les ateliers, qui pensaient qu'il y avait 100 batailles par jour au secondaire. Puis c'est prêt, tu sais, je leur dis, mon Dieu, je veux dire, si j'en vois 1 ou 2 par année, je veux dire, 100 batailles au secondaire, là, je ne ferais plus ce travail-là, je serais tellement trop fatiguée, là. Mais puis là, c'est ça, mais c'est en voyant, surtout quand ils font la visite puis qu'on passe une vraie journée. Souvent, ils ont fait des portes ouvertes. Les portes ouvertes, c'est pas la réalité. C'est souvent qu'on fait la visite, puis Marc-Claude, en plus, toi, ta gang, ils ont beaucoup de mythes et préjugés sur l'école publique, parce que la gang, elle va, là, tu as changé d'école, là, parce que moi, j'ai connu Marc-Claude dans une école défavorisée qui a changé d'école, et cette gang-là, sa gang, a beaucoup de mythes, de préjugés sur l'école publique, puis ils voient que, oh mon Dieu, tu sais, c'est une gang qui vont pas mal au privé parce qu'il y a des préjugés très intenses, puis ils voient comme, ben, c'est tranquille, puis il y en a qui même qui disent, ben, OK, ben, je veux venir à cette école-là parce qu'il y avait tellement de préjugés. Donc, c'est vraiment ce qu'on a documenté, nous, c'est vraiment au niveau des perceptions, des mythes, au niveau de la capacité de comprendre, d'organisation, puis la baisse de l'anxiété. Plus tu connais quelque chose, moins qui te fait peur. C'est un peu ça. Merci à vous 3 pour ce moment d'échange. Merci à vous d'avoir posé vos questions dans le chat. C'est malheureusement tout le temps qu'on avait pour pouvoir échanger avec vous puis répondre à vos questions. Avant de terminer, j'aimerais prendre le temps de remercier nos experts, évidemment, Stéphane, Marie-Lou et Marie-Claude qui sont avec nous. Merci pour le temps que vous nous avez consacré aujourd'hui, mais aussi pour toute l'organisation de ce webinaire. J'espère que vous avez apprécié votre expérience de pouvoir échanger avec les gens qui sont présents aujourd'hui. J'en profite aussi pour remercier mes 2 collègues qu'on ne voit, que vous n'avez pas vus, mais qui sont à l'arrière-scène, donc Maude et Mireille qui étaient à la technique aujourd'hui. On vous rappelle aussi que vous allez recevoir par courriel les présentations, la rediffusion du webinaire, notre tout nouveau dossier thématique sur cette transition, puis des ressources qui vous permettront d'aller un petit peu plus loin. Avant de clore le webinaire, je vous invite à aller remplir notre formulaire d'évaluation qui va nous permettre d'améliorer nos activités pour être sûr qu'elles répondent davantage à vos besoins. Donc, vous allez avoir un lien dans le module de discussion, dans le chat, si je ne me trompe pas, qui vient d'être mis justement à l'instant. On va garder le webinaire ouvert encore quelques minutes pour vous permettre de cliquer sur le lien et de pouvoir le remplir parce que ça va vraiment pouvoir nous aider. Sinon, j'en profite pour vous remercier. Je m'excuse encore une fois de vous être joints à ce webinaire ce matin. Je vous souhaite une très belle journée et c'est la Saint-Valentin, donc une belle journée de la Saint-Valentin. Voilà. Merci beaucoup à vous tous.